Bon, mais écoutez, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour cet atelier One-to-One FEVAD qui va nous amener à parler d'un certain nombre de choses très importantes pour le secteur, parce qu'on a beaucoup parlé de business ces derniers temps, mais il y a aussi un cadre réglementaire et juridique qui est important de connaître. Parce que, vous le savez, on est dans un secteur qui fonctionne avec de la confiance. Et la confiance, elle naît également du respect des consommateurs et notamment du respect de leurs droits. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous dresser un petit peu le panorama, alors pas exhaustif, mais des principales réglementations qui vont arriver ou qui sont en cours d'adaptation cette année. Donc je me présente, je suis Marc Olivier, je suis le délégué général de la FEVAD et je suis accompagné de... Bonjour, Monsef Lamèche, responsable des affaires publiques. Voilà. Alors on va juste commencer par deux questions. Quels sont ceux d'entre vous qui connaissent parfaitement la FEVAD? Vous levez la main. Bon, parfaitement, hein, j'ai dit. Hein. Okay. On va pas contrôler, vous en faites pas. Et deuxième question, quels sont ceux d'entre vous qui sont juristes? Bon, vous êtes à la bonne place, parce que justement, ça n'est pas une réunion pour les juristes, c'est justement pour les non-juristes. Alors, on va quand même commencer par un petit rappel de ce que c'est que la FEVAD, même si je vois que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous parfaitement, notre organisation. Donc, il faut savoir que la FEVAD, c'est la Fédération française du e-commerce. C'est une association loi 1901, dont la mission est d'accompagner et de promouvoir le e-commerce en France. Et pour cela, on travaille avec plus de 800 entreprises avec qui on essaye de promouvoir un e-commerce à la fois un e-commerce français, performant, innovant, mais aussi, et de plus en plus, en tout cas, responsable. Alors nos missions, c'est d'abord de représenter le secteur, donc c'est important. C'est vrai qu'on a 800 entreprises, mais on a une responsabilité qui va au-delà, puisqu'on représente l'ensemble du secteur. On est la seule fédération professionnelle avec un syndicat professionnel e-commerce, et donc on a une responsabilité au-delà de nos adhérents vis-à-vis de l'ensemble des entreprises. On accompagne ces entreprises, notamment dans le cadre législatif et réglementaire. C'est qu'en France, on aime beaucoup la réglementation, donc on en a beaucoup, et c'est des réglementations qui sont à la fois de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans l'évolution de ce cadre législatif, sachant qu'on a effectivement des grands groupes, mais on a aussi des PME qui ont moins de ressources juridiques et à qui on peut apporter un conseil dans l'adaptation de leurs pratiques par rapport à la réglementation. On est là aussi pour promouvoir les bonnes pratiques, c'est important, ça permet de nourrir la dynamique du secteur. Donc on a déjà un code professionnel. Lorsque vous adhérez à la FEVAD, vous prenez des engagements de respect de notre code déontologique avec des engagements qui vont au-delà de la loi, qui sont élaborés avec les adhérents, les entreprises. On a aussi dans le domaine de l'environnement, on vient de signer une charte avec là aussi des bonnes pratiques. Donc vraiment notre rôle c'est de promouvoir ces bonnes pratiques et de les diffuser au plus grand nombre et d'en faire des accélérateurs de dynamique du marché. On est également un centre d'observation pour le secteur, mais aussi pour les médias et les pouvoirs publics avec lesquels on travaille. On travaille avec l'INSEE, on travaille avec la Banque de France. Et donc on a un service études qui observe le marché avec une grande neutralité, puisque nous, nos adhérents sont extrêmement variés, donc on ne peut pas prendre parti entre les pure players, les retailers, les marques, etc. On a vraiment un devoir de neutralité, à la fois évidemment dans l'observation, donc on fait de la collecte de données, on a aussi des partenariats avec les instituts, mais également dans l'analyse, qu'on essaye d'avoir une analyse la plus objective possible. Et puis, on est aussi un lieu d'échange et d'information. Je vais en parler avec nos camarades journalistes. C'est vrai que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'émulation. Et d'ailleurs, vous le voyez à travers ce salon-là, où il y a beaucoup de cooptation. Et on voit effectivement que c'est un secteur qui a besoin d'échanger parce qu'il a dans son ADN une espèce de mouvement perpétuel d'innovation et de changement et de réaction par rapport à des demandes et des attentes des clients.
Et donc, nous, on a effectivement un certain nombre d'espaces pour les entreprises pour qu'elles puissent dialoguer à travers nos commissions, nos groupes de travail et nos ateliers qu'on organise. On va passer à la slide. Alors, la FEVAD, vous avez 3 grands pôles. Vous avez un pôle qu'on appelle le pôle service aux adhérents, où vous allez retrouver à la fois les études, les conférences, les événements qu'on organise, la communication. Vous avez un deuxième pôle qui est la médiation, parce qu'on offre aussi à nos adhérents un service de médiation. Vous savez que la médiation, c'est une obligation pour tous les commerçants de proposer un système de médiation agréé par les pouvoirs publics. Le nôtre l'est, donc on offre ce service-là. Et puis on a le service de régulation, sur lequel on va juste vous donner quelques informations. Donc ce service-là, vous voyez, il est là pour accompagner les adhérents sur tous les aspects réglementaires. On ne les traitera pas tous aujourd'hui, mais vous voyez que c'est à la fois tout ce qui touche à la RSE, au paiement, à la logistique, au droit du numérique en général. Et on va regarder effectivement, au-delà de l'organisation et de cette brillante équipe dont vous avez un des représentants qui va intervenir, comment ça fonctionne en termes d'organisation. Voilà. Alors l'organisation, elle est assez simple. Vous avez d'un côté 4 commissions permanentes sur 4 thématiques. Donc ça, ce sont des commissions qui se réunissent à intervalles réguliers, environ à peu près toutes les 6 semaines, avec une commission RSE, une commission paiement, logistique et régulation. Et puis, au-delà de ces commissions, vous avez des groupes de travail beaucoup plus techniques, hein, avec des gens qui sont vraiment experts dans ces sujets-là. Donc, on vous a mis quelques-uns, on ne va pas tous les citer. Mais ça, c'est les groupes de travail qui évoluent aussi en fonction de l'actualité, puisque l'idée, c'est de réunir les adhérents pour travailler sur les sujets. Je vous donne un exemple. On a un groupe d'IPO. Donc, vous voyez ce que c'est, d'IPO, délégué à la protection des données. Voilà. Et là, par exemple, on travaille aujourd'hui. Vous voyez, il y a, par exemple, pour vous donner un exemple, une nouvelle qui est tombée, j'ai envie de dire, décision qui dit que vous ne pouvez plus, dans les formulaires de commande, mettre monsieur et madame. Vous ne pouvez plus imposer aux clients de remplir monsieur ou madame. Voilà. Donc c'est une décision qui vient de tomber de la Cour de justice européenne qui dit qu'au nom de la protection des données, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à donner son genre. Et donc vous devez prévoir une case où il dit qu'il ne veut pas ou rendre facultatif. Vous voyez. Et donc, une fois que je vois certains qui disent ouais, machin, une fois que c'est la décision, c'est qu'est-ce que ça implique comme conséquence ? Voilà, ça implique que dans votre personnalisation qui était fondée sur le genre, il faut que vous trouviez un autre type de personnalisation pour ça. Deuxième exemple sur lequel on travaille, c'est par exemple sur l'obligation ou pas de créer un compte client à la commande. Là aussi, vous voyez, c'est des choses juridiques à la base, mais avec des répercussions économiques tout à fait directes. Et aujourd'hui, il y a une discussion au niveau de l'Europe pour savoir si on peut imposer aux clients de créer un compte client pour la commande. Voilà. Et alors là, c'est pareil, c'est les conséquences qui nous intéressent. C'est pas de dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. C'est la conséquence. La conséquence, c'est que si ce texte-là est adopté, ou cette position, c'est une position, ça veut dire que le mode invité devient obligatoire. Ouais. Et là, vous comprenez un peu à quoi sert la FEVAD, c'est que nous, ces informations, on les a avant les autres, avant qu'elles passent ensuite dans le domaine public, j'ai envie de dire, et ce qui permet de vous y préparer, parce qu'on vous dit non seulement voilà ce qu'il y a, et puis on va aussi essayer d'évaluer le risque que ça arrive ou que ça n'arrive pas, et dans quel délai. Ok ? Donc vous voyez tous ces groupes de travail qui se réunissent avec les experts. Et puis, les domaines de compétences, on va passer à la slide suivante. Voilà. C'est à la fois la représentation des intérêts, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est veille législative, les notes de position, parce que c'est clairement c'est du lobbying, quoi. Hein. Mais le lobbying aujourd'hui, c'est pas juste aller déjeuner avec des députés et leur offrir un bon repas. C'est des argumentaires, c'est des notes de position qu'on fait au nom du secteur. Hein. Donc on s'engage pour les entreprises pour essayer effectivement de porter la voix des e-commerçants et grâce aux remontées qu'on peut avoir. Et on est également consulté. Alors, soit nous, on se manifeste. Vous voyez, aujourd'hui,
On vient d'apprendre qu'il y a une proposition de loi LFI qui veut taxer le e-commerce. Voilà, donc on va répondre à cette proposition de loi. Et puis on est aussi auditionné par les instances gouvernementales et les élus sur les sujets. Donc ça, c'est sur la partie lobbying, représentation des intérêts, qu'on fait vraiment avec les adhérents, parce qu'on parle au nom de tous les adhérents. Et puis on a aussi l'accompagnement plus juridique. Et donc là, ça va nous permettre effectivement, alors on n'est pas cabinet d'avocats, on n'est pas des conseils, mais on va réfléchir effectivement sur les interprétations. On va faire ce qu'on appelle les usages. En fait, vous savez, dans la loi, vous avez le texte de loi, ce qui est écrit, et puis le juge, il regarde la loi, mais il doit l'interpréter. Pour l'interprétation de la loi, il regarde aussi quels sont les usages. Nous, on va travailler justement sur les usages, c'est-à-dire sur l'interprétation des textes. Voilà. Et ça, on le fait effectivement à travers les contacts qu'on peut avoir directement avec les adhérents, à travers les documents et les notes d'analyse qu'on peut leur communiquer, et puis à travers l'organisation de webinaires. Donc vous voyez, dans notre rôle, il y a ce qu'on appelle l'amont et l'aval. Donc nous, on intervient en amont, c'est-à-dire au moment de la gestation de la loi, avant même qu'elle soit adoptée. Et puis une fois qu'elle est adoptée, j'ai envie de dire, on fait peu le service après-vente, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la manière d'interpréter les textes, parce que souvent, c'est vrai que les textes, et c'est normal, ont besoin d'être interprétés, et donc on essaye de le faire à plusieurs, parce que généralement, on est plus intelligent. Et du coup, on passe à la slide suivante. Alors, du coup, maintenant qu'on vous a mis un petit peu le panorama de ce qu'on faisait, il n'était pas question, là, dans les 3 quarts d'heure, de balayer tous les sujets, parce que vous voyez, ça va de la protection de données à la fiscalité, en passant par l'environnement. Voilà, on a énormément de règles, surtout qu'on est une fédération transverse, donc on couvre énormément de secteurs, même si on essaye de se limiter au secteur avec des spécificités e-commerce. Mais avec Moncef, on s'est dit qu'on allait plutôt se concentrer sur 2 thématiques qui sont importantes, parce qu'elles touchent aux consommateurs, mais aussi parce qu'elles ont une implication directe sur vos résultats, parce que ces contraintes-là, évidemment, elles pèsent aussi sur l'activité, ou elles peuvent, en tout cas dans certains cas, avoir des conséquences aussi business. Et donc, de vous faire un point sur les textes aujourd'hui qui sont en cours, sur lesquels on travaille. On ne les a pas mis tous, on a essayé d'en prendre quelques-uns qui nous semblaient impactants et sur lesquels on trouvait intéressant de revenir aujourd'hui avec vous dans le temps qui nous était imparti, et autour de 2 axes, donc droit de la consommation, qui est vraiment un secteur sur lequel nous on passe beaucoup de temps, et puis RSE, qui est un secteur qui est plus nouveau, mais sur lequel on passe aussi beaucoup de temps, et c'est tout à fait normal. Alors on va commencer sur la consommation, droit de la consommation. Est-ce qui connaît la règle des 30 derniers jours ? Ah, quand même, vous n'êtes pas juriste, mais vous connaissez la règle des 30 derniers jours. Bon, alors, ça, c'est très important, évidemment, parce que vous touchez au pricing, et donc la politique tarifaire en e-commerce, on le sait, c'est un élément qui est particulièrement sensible, et il est soumis à des règles extrêmement importantes, parce que c'est vrai que la dimension prix a un impact extrêmement important sur le taux de conversion, sur la performance. Alors, vous avez une règle en France qui remonte au siècle dernier, à 1977, qui est la règle des 30 derniers jours, que tous les jeunes juristes apprennent, jeunes juristes en droit de la consommation, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, que lorsque vous faites une annonce de réduction de prix, donc un prix barré, vous devez avoir un prix de référence qui est le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. Voilà. Donc, typiquement, c'est une règle qui est faite pour éviter que les gens gonflent les prix et en fait que la réduction ait un sens. Donc, lorsque vous avez un prix, si ce prix-là, vous voulez le barrer et mettre un autre prix, normalement, vous devez attendre 30 jours pour pouvoir faire une réduction de prix et une annonce de réduction de prix. Donc ça, c'est un texte qui a existé, qui était créé en France en 1977. Bon, très vite, on s'est aperçu, ou pas très vite d'ailleurs, mais plutôt à la fin des années 2000, que c'était quand même... Il y a des gens de marketing ici ou pas ? Ouais, bon. Voilà, donc je ne vais pas être désagréable, mais ils sont très créatifs. Bon, voilà, ils aiment bien, voilà, ils n'aiment pas qu'on leur dise c'est ça, machin. Voilà. Donc on s'est dit c'est quand même un peu rigide, et donc on a accepté de faire
prix conseillé. C'est le prix de référence, c'est le prix de 30 derniers jours ou le prix conseillé par le fabricant. Donc on a introduit un petit peu de souplesse. Et puis en 2005, on a eu une directive européenne qui est venue dire il ne faut pas mettre de règles. Le principe, c'est que la publicité, elle doit être loyale, d'accord ? Et débrouillez-vous avec ça. Alors la question, nous, à la FEVAD, ça veut dire quoi, une publicité loyale, etc. Et ben, c'est le juge qui détermine en fonction des circonstances et du cas d'espèce. Voilà. Donc ça offre énormément de souplesse, ça enlève toute la sécurité juridique parce qu'en fait, vous ne savez pas, vous n'avez pas de définition. Alors la France a essayé de tenir bon avec ces règles-là, elle a essayé de la maintenir, et puis finalement, Bruxelles a rattrapé en disant il faut supprimer ces règles des 30 derniers jours. Et les Français n'ont jamais dit leur dernier mot en matière de réglementation, parce qu'ils sont revenus à la charge, et donc ils l'ont fait inscrire dans le droit européen. Et donc aujourd'hui, cette règle des 30 derniers jours, elle est dans le droit européen. D'accord ? Et donc, elle est dans le droit européen. Donc la règle, c'est les 30 derniers jours, mais, parce qu'il y a toujours un mais, surtout quand vous avez des juristes qui savent eux aussi être créatifs comme les gens de marketing, vous avez ce qu'on appelle la comparaison de prix. La comparaison de prix, c'est vous ne faites pas une annonce de réduction de prix, vous comparez votre prix avec celui d'un autre. Et donc là, vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles des 30 derniers jours. D'accord ? Donc ça a permis d'introduire une souplesse par rapport à une règle qui était trop rigide. Et c'est évidemment, cette souplesse-là, elle a été très appréciée et donc elle est très utilisée aujourd'hui. Voilà. Mais, il y a un mais, c'est que vous devez indiquer que c'est un prix de comparaison et non pas un prix de référence. D'accord ? Voilà. Donc là, aujourd'hui, la difficulté par rapport à ça, d'abord, ça s'applique aux biens et aux services, je vais y revenir. Ce qui est intéressant, c'est que pour les services, c'était une surtransposition de la France, parce que la directive européenne sur la règle des 30 derniers jours ne s'appliquait qu'aux produits. La France l'a transposée également aux services. Et là, elle s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles, et on va faire machine arrière. Ça va être à nouveau que pour les produits. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution qu'on est en train de voir arriver, parce que c'est vrai que les pratiques peuvent être parfois, il y a beaucoup de prix de comparaison qui sont utilisés. Et donc on a aujourd'hui, venant de Hollande, mais c'est un texte européen, une nouvelle décision qui va beaucoup plus loin et qui dit que si vous faites de la comparaison de prix, vous ne pouvez pas utiliser les codes marqueurs de la réduction de prix. Donc si vous faites de la comparaison de prix, vous ne pouvez pas mettre de prix barré, vous ne pouvez pas mettre moins 50%, vous devez juste mettre le prix et le prix de comparaison. Ouais. Et ça change tout. Parce qu'il y a un certain nombre de cas où vous ne pouvez pas faire de l'annonce de réduction de prix. Je vous donne un exemple, si vous faites une offre de lancement, le prix de 30 derniers jours, par définition, vous lancez le produit, donc vous n'en avez pas. Donc il y a un certain nombre de cas où effectivement on n'a même pas de prix de 30 derniers jours. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit parce que la difficulté pour nous maintenant, c'est comment on trouve le juste milieu entre une règle ultra stricte qui dit si c'est du prix barré, c'est 30 derniers jours et point barre. Donc vous avez le problème en plus entre les soldes, les Black Friday, machin, il faut attendre à chaque fois 30 jours. Et puis un peu un n'importe quoi où tout le monde compare par rapport à tout, etc. Donc nous, on essaye aussi de travailler avec les adhérents sur des bonnes pratiques pour dire, voilà, si vous faites de la comparaison, il faut être très clair sur le prix que vous comparez. Il ne faut pas laisser penser que c'est une réduction de prix, mais sans aller jusqu'à ces extrêmes, parce que là, effectivement, ça sera vraiment une contrainte très forte de ne plus pouvoir utiliser, effectivement, de prix barré sur les prix de comparaison. Avec, vous voyez, également le fait de devoir indiquer, souvent lorsque vous faites de la comparaison, vous mettez le prix de référence, c'est un rollover où il y a un petit i et puis à l'info. Là, non, il faudra le mettre carrément sur la fiche produit. Vous voyez, ça va très loin. J'ai une petite question, si je peux me permettre, sur cette règle des 30 derniers jours. Du coup, très concrètement, donc on fait 30 jours de prix full price, ouais. On fait un prix barré. Ouais. Ce prix barré, il est, on le fait sur 30 jours ou alors la durée est illimitée? Alors, nous, on avait une règle de 30 jours full price, 30 jours prix barré, et ainsi de suite pendant toute l'année. Alors, c'est une bonne question. Si vous voulez, on prend la question après, parce que là, si on rentre là-dedans, on va y passer.
En fait, la règle, il y a deux choses. Vous devez attendre 30 jours pour utiliser votre prix de référence. Je prends un exemple, je vends à 100 le produit à 100 le 1er janvier. Il faut que j'attende le 30 pour mettre le 100 barré avec voilà. Après la durée, ça c'est autre chose, c'est par rapport à la loyauté. Si effectivement vous avez vous pouvez l'avoir. Sauf que si ça devient le prix, après voilà, c'est exactement ça. Il y a une subtilité quand même parce que et ça vous voyez c'est ce qu'on fait dans le conseil, c'est que normalement les ventes dirigées à une partie de la clientèle ne rentrent pas dans ligne de compte. Je m'explique. Si vous faites 100 le 1er janvier, que vous faites ensuite une offre que pour certains clients à 50 €, vous pouvez toujours utiliser le prix de 100 pour la clientèle générale. Donc il y a quand même des petites astuces qui existent. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui est en cours et nous, on est en réflexion. Est-ce que les autres pays européens vont embrayer sur la jurisprudence hollandaise? On travaille aussi avec la FEVAD hollandaise pour voir, eux, comment ils sont en train d'appliquer ça. Mais vous voyez, nous, l'idée, c'est d'aider les gens à se préparer. On va passer au sujet suivant. Et là, je vais passer la parole à Moncef. Merci beaucoup, Marc. Alors, je vais vous aborder avec vous le règlement sur la sécurité générale des produits. Alors, face à un titre peut-être qui peut paraître obscur, l'objectif politique de ce règlement est assez simple, c'est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en établissant en fait des exigences générales en matière de sécurité des produits commercialisés au sein de l'Union européenne. Ce règlement s'applique en fait à tous les produits, qu'ils soient neuf, que d'occasion ou reconditionné. Et par ailleurs, il s'applique qu'importe la taille de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on soit une TPE, PME, ETI ou encore une grande entreprise. Le règlement est applicable qu'importe votre taille. Il y a quelques exemptions sur lesquelles on pourra revenir ultérieurement, mais c'est un règlement extrêmement horizontal et donc qui touche à peu près tous les opérateurs économiques qui commercialisent des produits au sein de l'Union européenne. Alors, le règlement fait environ 80 pages et l'idée, c'est pas de revenir sur les 80 pages de réglementation. Donc, on va se concentrer plutôt sur les nouvelles obligations ou les obligations qui s'imposent en fait aux distributeurs et aux places de marché. Pour ces deux derniers types d'entités, il faut savoir que concrètement, le règlement vient clarifier et préciser vos obligations en matière de sécurité des produits. Il vient également préciser la chaîne de responsabilité en cas de détection d'un produit non conforme ou dangereux. Alors, quelles sont les principales obligations qui incombent aux distributeurs aux places de marché? J'ai commencé par les distributeurs. Alors, ici, on a un peu listé les 4 grands axes qui, récapitulent les types d'obligations qui s'imposent à ce type d'entité. Mais plus précisément, qu'est-ce que cela veut dire pour votre business? Si vous êtes un distributeur, il y a d'abord une obligation de vérification de la conformité en fait, des produits avant qu'ils soient commercialisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le distributeur doit s'assurer que le produit qu'il commercialise comporte un marquage de conformité avant même qu'il puisse être commercialisé. Mais également, disposer de l'ensemble de la documentation technique et des informations concernant les exigences de sécurité qui lui sont applicables. Une autre obligation, c'est l'obligation de diligence raisonnable, c'est-à-dire que le distributeur doit appliquer un principe de diligence raisonnable pour s'assurer que les produits qu'il commercialise respectent la réglementation et sont conformes en matière de sécurité. Enfin, et c'est un apport de ce règlement et qui est applicable à la fois aux distributeurs et aux places de marché, c'est qu'est-ce que l'on doit faire lorsque le distributeur a connaissance en fait, d'un produit non conforme ou dangereux qui a été donc, identifié. Eh bien, le règlement vient préciser les modalités en fait, de détection et de remontée de l'information, mais également préciser les modalités et les contours de la coopération avec les autorités compétentes. Dès lors que, par exemple, la DGCCRF aura détecté qu'un produit qui est commercialisé par un distributeur est dangereux, le règlement précise les délais, mais également les modalités de discussion et les informations que le distributeur doit donner à l'autorité compétente. En ce qui concerne les places de marché, en tant qu'intermédiaire qui facilite la vente entre un vendeur tiers et un consommateur, il y a également d'autres types d'obligations qui s'appliquent. D'abord, une obligation d'information, c'est-à-dire que la place de marché doit s'assurer que le consommateur a l'ensemble des informations nécessaires, y compris les exigences de sécurité, avant que le consommateur puisse effectuer son achat.
Une autre obligation consiste en fait à déterminer la temporalité et également les informations que la place de marché doit fournir aux autorités compétentes dès lors qu'elle aura connaissance d'un produit non conforme ou dangereux qui est vendu sur la plateforme. Enfin, c'est une obligation de retrait. Lorsque la place de marché a conscience ou a connaissance qu'un objet non conforme ou dangereux est vendu sur cette plateforme, le règlement vient déterminer, vient imposer à la plateforme de retirer cette annonce ou de faire en sorte que l'accès à l'annonce ne soit plus possible. Grosso modo, le règlement vient donc clarifier les obligations en matière de sécurité pour les distributeurs et les places de marché, mais également préciser leurs responsabilités dès lors qu'il y a un produit dangereux ou non conforme qui est commercialisé via leur canal. Voilà. Alors avec des sanctions, vous voyez, qui sont importantes et une entrée en application le 13 décembre dernier. Et vous voyez, vous avez beaucoup entendu parler du DSA. Tous ici. Et en fait, le vrai sujet pour nous, c'est plus le RSGP qui vraiment introduire des dispositions nouvelles sur les plateformes. Comme le dit Monsaf, sur les distributeurs, vous êtes sur un certain nombre d'améliorations, de clarifications. Sur les plateformes, c'est vraiment quelque chose de nouveau, avec une obligation de vous déclarer aussi sur le portail SafetyGate. Donc il y a un certain nombre d'obligations vraiment importantes. Toutes les plateformes ne sont pas encore au courant, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se mettre à jour, parce que la réglementation est toute nouvelle, mais les contrôles vont bientôt démarrer, donc il faut vraiment être très vigilant parce qu'en plus on touche à la sécurité des produits. Alors, le sujet préféré de Monsef. Merci beaucoup Marc. Alors, le Digital Fairness Act, c'est pas un règlement ou pas un texte qui a été encore présenté. Il s'agit à ce stade d'une réflexion qui est menée par la Commission européenne et par l'ensemble de parties prenantes avec une exigence, un objectif, adapter le droit de la consommation communautaire européen aux évolutions de l'espace numérique et aux évolutions pour s'assurer que le droit communautaire respecte un principe d'équité numérique. En creux, il y a quand même la crainte ou l'a priori de la Commission européenne qui consiste à dire qu'il y a quand même des zones grises, des zones de flou qui empêchent d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur dans le monde numérique. Même, et j'ajoute, qu'il semblerait que le consommateur soit moins en position de force dans le monde en ligne que dans le monde physique. Et donc, la question que la Commission européenne se pose, c'est est-ce qu'il doit avoir des exigences de sécurité qui doivent être imposées, supplémentaires, aux acteurs du monde en ligne par rapport aux acteurs physiques. Donc, on voit bien une forme de changement de paradigme, puisque dans le cadre du DSA, la priori politique, c'était de dire que tout ce qui est interdit en ligne doit être également interdit hors ligne. Alors, vous êtes concerné. Si vous vendez des produits ou des services sur des interfaces numériques, donc on voit bien que c'est plus large que les seuls e-commerçants, c'est à la fois les réseaux sociaux, mais également tout ce qui est plateforme de vidéo. Et le projet de règlement est extrêmement large. Au sein de la FEVAD, on a décidé de se concentrer sur deux thématiques extrêmement prioritaires pour votre business, à la fois ce qu'on appelle les interfaces trompeuses, ou dark patterns, et la personnalisation de l'offre, donc personnalisation algorithmique, etc. etc. Qu'est-ce qu'une dark pattern ? Alors, je vais poser la question, est-ce que parmi vous, vous avez déjà entendu parler de ce terme et vous savez c'est quoi ? Non, personne n'a entendu parler. Vous allez bientôt en entendre parler. Pareil, voilà. Déjà aujourd'hui. Alors, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, c'est la définition des dark patterns. Donc c'est normal que vous ne soyez pas au courant de ce que c'est parce que nous-mêmes, on mène cette discussion sur savoir qu'est-ce que réellement une dark pattern. Aujourd'hui, la définition qui est sur la table et sur laquelle on est en train de débattre et de se battre, c'est que dès lors, une dark pattern, c'est une interface numérique dont l'objectif est d'exploiter les biais cognitifs des consommateurs, toujours à leur désavantage et à l'avantage du fournisseur du service numérique ou du e-commerçant. Donc, on voit bien que sur la base de cette définition extrêmement floue, beaucoup de choses peuvent rentrer dans cette définition. Quelle est la limite, quelle est la séparation entre du marketing et un dark patterns ? C'est là le nerf de la guerre et toute la question qu'on se pose. Peut-être, Monsaf, juste donner deux exemples de ce qu'on entend par dark pattern. Là, vous avez eu la définition, j'ai envie de théorique, mais par exemple, ce qu'on appelle le confirm shaming. Donc, confirm shaming, c'est lorsque vous demandez au client, par exemple, s'il est sûr de vouloir résilier le contrat.
Voilà. Donc ça, pour certains, c'est une dark pattern parce que vous essayez d'influencer sa décision. Et comme il est plus vulnérable sur Internet, eh ben, le confirm shaming peut être considéré comme une sorte de harcèlement qui serait interdit. Deuxième exemple qui va vous parler, les comptes à rebours. Le fait de dire il en reste plus que 2, vous créez une urgence, et pour certains, cette urgence, finalement, elle pousse à la consommation et elle devrait être réglementée. Et vous voyez que la difficulté, c'est que si il vous reste plus que 3 tickets, c'est vrai que c'est une pression, mais c'est aussi une information. Parce que c'est une information de savoir s'il en reste 3. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'on le fait ou pas, c'est il faut démontrer d'abord qu'il n'en reste vraiment que 3. C'est-à-dire, il faut que ce soit pas, sinon c'est mensonger, bien sûr. Mais s'il en reste vraiment plus que 3, est-ce que c'est mettre trop de pression sur le consommateur que de lui dire il en reste plus que 3, faites vite. Mais c'est tout le sujet, c'est-à-dire que dans le texte, il y a des exemples. Et nous, ce sur quoi on se bat, c'est de se dire, en fait, il faut apprécier au cas par cas. Vous ne pouvez pas dire, si je reprends le confirm shaming, c'est pas la même chose de dire au moment du parcours client, au moment de l'abandon, est-ce que vous êtes sûr, que de lui envoyer 10 mails après pour dire au fait, vous êtes sûr que vous voulez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la difficulté, c'est de vouloir essayer de le régler. Et c'est le débat qu'on va avoir avec la commission, en essayant de fixer des règles, en disant, on peut pas dire si c'est, on peut le dire 2, 3, 4, 5, ça dépend des circonstances. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut effectivement rester sur une application des principes. Et le principe, c'est qu'elle doit être loyale. Et en fonction des circonstances, vous appréciez s'il y a un caractère excessif ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Merci beaucoup, Marc. Donc ici, on a listé quelques pistes de réflexion qui ont été lancées par la Commission européenne. Alors évidemment, à ce stade, c'est des pistes de réflexion, mais qui nous inquiètent, comme vous pouvez le voir. Donc au-delà d'une définition juridique et des dark patterns et peut-être une interdiction générale, il y a aussi l'idée d'inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que le professionnel devra prouver qu'il n'essaie pas de manipuler le consommateur via son interface. Oui. Oui, mais vous voyez, dans le cas de il en reste plus que 3, si c'est le consommateur, il n'a pas le moyen de le vérifier. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. C'est au commerçant de prouver qu'il n'en restait vraiment que 3. Parce que le consommateur, lui, ne pourra jamais le faire. Tout à fait. Et absolument. Mais en même temps, si vous balayez ça d'un revers de la main, il y a toujours la suspicion de savoir est-ce que c'est vrai ou pas et comment on le contrôle. Donc c'est trouver vraiment le juste milieu. Et nous, c'est tout notre travail parce que ça peut aller très loin. Parce que là, on touche vraiment aussi à la création et à la liberté de commerce. Vous voyez, si on commence à dire comment on doit parler au client, on s'en sort pas, quoi. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là. Il y a aussi sur la personnalisation, jusqu'où vous allez dans la personnalisation, la transparence par rapport à la personnalisation, notamment aussi le fait d'utiliser des éléments de personnalisation par rapport aux tarifs, par rapport au prix pratiqué. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion. On ne peut pas dire il n'y a pas de sujet. Je pense qu'il y a aussi le sujet des publics plus vulnérables, les mineurs, etc. Mais il faut vraiment faire attention, et ça c'est notre job, c'est de garder quand même un équilibre entre les différents objectifs qu'on va rechercher. On va passer, Monsef, voilà. Alors, démarchage téléphonique, ça, on va la passer très vite, mais c'est une nouvelle loi qui vient d'être adoptée tout récemment. Donc, on passe d'un régime dit d'opt-out, c'est-à-dire c'était le consentement, on était avant sur un consentement par défaut, c'est-à-dire que vous aviez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données pour le téléphone. On est monté ensuite d'un cran avec une liste d'opposition obligatoire. Les gens qui faisaient du démarchage devaient vérifier que vous n'étiez pas sur la liste, mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'inscrivait. Et donc là, on est passé sur un opt-in. Et donc maintenant, on va voir sur la slide suivante, ça concerne bien sûr tout le monde, c'est interdiction de démarchage téléphonique sans le consentement de la personne et avec des exceptions qui sont tout à fait limitées. Alors, denrées alimentaires ou produits alimentaires pour les animaux, pourquoi ? Ben, franchement, j'en sais rien. C'est le lobby des animaux qui a dû bien faire son job. Alors, c'est présenté comme pour les agriculteurs, etc.
si c'est des services, vous pouvez, mais voyez que vous êtes sur un régime qui est plus strict que celui de l'emailing. Hein. Vous savez, vous avez emailing, c'est consentement, sauf pour les produits ou services analogues vendus par l'entreprise. Là, ça va, même cette exception-là ne joue pas. Il n'y a que les services liés aux produits qui peuvent faire l'objet d'un démarchage téléphonique. Vous avez vu qu'ils ne rigolent pas sur les amendes et les sanctions. Hein. C'est 5 ans de prison, 500 000 euros d'amende et jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Alors, je sais que vous ne faites pas beaucoup de téléphones. Par contre, je sais que vous avez beaucoup de données. Donc, faites attention à vos données téléphones, à qui vous les louez, à qui vous les prêtez, parce que là, vous pourriez aussi avoir des petits soucis. On va passer à la prochaine. Celle-ci, moi j'y tiens, elle est importante pour nous parce que c'est vraiment un combat aussi qu'on mène et ça vous montre aussi l'action de la FEVAD. Nous, ce qu'on dit, c'est que les normes et les contraintes, c'est normal, on les accepte. La protection du consommateur, c'est important, mais il faut que ça marche pour tout le monde, quoi. Il faut que ce soit les mêmes règles qui s'appliquent pour tout le monde. Et donc, c'est vrai qu'on demande vraiment au pouvoir public, alors on a une action à la fois au niveau national et au niveau européen pour demander que les sites asiatiques soient mieux contrôlés et que les règles soient appliquées par ces sites-là, parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences de distorsion de concurrence. Ça a aussi des conséquences de baisser les standards de protection, parce que évidemment, les entreprises sont frustrées quand elles voient des choses sur d'autres sites qu'elles ne peuvent pas faire. C'est pas normal. Donc nous, on demande effectivement une application beaucoup plus rigoureuse de ces règles-là aux acteurs. Nous, on est pour un marché ouvert, mais il n'y a pas de souci. C'est la concurrence. Mais la concurrence, ça marche quand tout le monde joue avec les mêmes règles. Et là, on a vraiment l'impression que ce n'est pas le cas. Et on se bat aussi pour mettre un terme à des avantages injustifiés dont bénéficient ces plateformes-là, notamment l'exemption de droits de douane. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous payez les droits de douane et eux ne payent pas de droits de douane ou des tarifs postaux qui sont tout à fait injustifiés. On va passer à... alors, il y a des actions qui sont en cours, hein, sachez-le, et nous, on alerte les députés, le gouvernement et les autorités européennes pour que ces actions-là soient diligentées avec un peu plus d'énergie. Alors, on va passer maintenant à la RSE, parce qu'il nous reste plus que 6 minutes, hein, et directive accessibilité, et je crois que c'est Moncef qui va vous mettre à jour rapidement. Merci beaucoup. Alors, l'objectif de la directive accessibilité porte dans son nom, c'est de rendre les produits et les services plus accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap, afin de créer une société plus inclusive et faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap. Alors, vous êtes concerné si vous êtes fabricant, importateur ou distributeur de certains biens listés, donc par exemple les liseuses, ou des prestataires de certains services, notamment les services de commerce en ligne. Vous êtes également concerné si votre entreprise emploie plus de 10 personnes et si votre chiffre d'affaires annuel excède plus de 2 millions d'euros ou le total du bilan excède 2 millions d'euros. Donc on voit bien que le champ d'application est extrêmement large. C'est ça. Alors, quelles sont les obligations qui portent sur la directive accessibilité? Alors, elles sont de 3 ordres pour les e-commerçants. Le premier, c'est d'assurer l'accessibilité des services numériques. Donc, cette accessibilité concerne les sites internet, mais également les applications et le courriel, qui devront donc être accessibles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre business ? Tous les parcours d'utilisateurs, donc que ce soit la création de compte, le panier, le paiement, le suivi de commande ou la réclamation, devront être adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, je pense que vous prenez conscience en fait, du niveau de développement technique que cela requiert pour que ce soit conforme et accessible aux personnes en situation de handicap. Informer sur les mesures d'accessibilité que votre service a pris, notamment en amendant ou en ajoutant en fait, une partie dédiée dans le cadre de vos conditions générales de vente. Et enfin, mettre en place des procédures de conformité, c'est-à-dire en interne, assurer un suivi régulier de la conformité des démarches qui ont été mises en place pour rendre votre service accessible, prendre des mesures coercitives en cas de non-conformité et informer l'autorité compétente de contrôle en cas de manquement. Et dans ce cas-là, c'est la DGCCRF. Alors, toute la question repose sur qu'est-ce que rendre accessible. Alors, nous, il faut savoir que les critères
qui permettent de déterminer l'accessibilité ont été fixées dans un texte réglementaire qu'on a profondément analysé au sein de la FEVAD et sur lequel en fait on a pu proposer un décryptage auprès de nos adhérents. L'idée aujourd'hui, actuellement d'ailleurs, on est en train de discuter avec les autorités compétentes qui vont être chargées de la mise en œuvre de cette directive pour s'assurer que l'entrée en vigueur soit progressive parce que on se rend compte que les critères sont tellement importants et impactants pour votre business que aucun e-commerçant ne sera totalement conforme d'ici le 28 juin 2025. Donc, Et on a 3 ans qu'on est bien d'accord. ah non, la date d'entrée en vigueur, c'est le 28 juin. Oui, mais c'est pour les nouveaux services. Pour les services déjà existants, normalement, il y a 3 ans. Ah non, non, pour les nouveaux services déjà existants, non, non, c'est déjà applicable. Si. Oui. Oui, tout à fait, mais c'est qu'il y avait marqué 2028 pour 3 ans. Mais c'est peut-être une erreur. Ah non, non, même... Non, ça rentre en application, ça rentre en application. Et on a regardé d'autres exemptions qui pourraient nous faire sortir, mais il n'y a pas d'exemption. On est considéré comme un service, donc ça s'applique. Alors, on va devoir avancer, hein, mais bon, sachez que l'amende, elle n'est pas énorme, mais bon, je pense que c'est vraiment notre responsabilité de le faire. Sachez qu'il y a en revanche des enjeux réputationnels. Vous avez beaucoup d'associations qui attendent cette loi depuis longtemps, qui vont être extrêmement vigilants. Je crois ça va être très difficile d'être au point parce qu'il y a encore des difficultés d'interprétation. Mais en tout cas, soyez en capacité de montrer que vous avez commencé à prendre le sujet en main parce que sinon, ça pourrait mal se passer pour vous. Monsef, il ne nous reste plus que 2 minutes. Donc, la proposition de loi fast fashion, on va sauter l'emballage, mais on va juste, parce que ça, c'est vraiment l'actualité. Vous savez, c'est cette PPL, proposition de loi sur la fast fashion, qui vise à réduire ou à freiner ce qu'on appelle la mode à renouvellement rapide, qui est une proposition de loi qui est à la fois une dimension très politique, bien sûr, qui a été proposée par les députés, qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, cette proposition de loi, on va vous le faire, on va sortir un peu des slides, on va vous le faire simplement. Il y a 2 mesures. Il y a une mesure qui définit ce que c'est qu'une entreprise de fast fashion en fonction du nombre de références qui sont mises en vente. Ça a pour conséquence directe de vous interdire toute forme de publicité. Toute forme de publicité, c'est pas juste publicité télé, c'est toute forme de publicité et un affichage sur les produits pour dire qu'il faut consommer plus responsable, etc. Donc tout le sujet maintenant, c'est la définition de qui est fast fashioner. Donc c'est le seuil et le critère qui sera utilisé. Voilà. Si vous êtes dedans, vous êtes mort parce qu'effectivement, vous n'avez plus de publicité. Après, la deuxième proposition de cette loi, en revanche, elle vous concerne tous ici, c'est ce qu'on appelle l'écomodulation, c'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de vos produits, vous aurez une écotaxe qui sera plus ou moins importante. Voilà. Avec une possibilité d'une écotaxe très importante en fonction de la qualité du produit. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on discute. Et vous voyez que c'est un texte au début qui visait que Chine et Temu. Et en fait, aujourd'hui, il a une portée beaucoup plus large puisqu'il introduit ce système d'écomodulation dans le textile et avec une taxe qui variera en fonction de la qualité des produits. On passe à la suivante. Donc ça, c'est en discussion. Ça doit être discuté le 19 mars en commission au Sénat et d'ici la fin de l'été en séance publique. Alors, c'est le nombre de références. C'est le nombre de références. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, c'est mis à disposition. Voilà. Et le nombre de références, il sera défini par décret. D'accord ? Et donc, de toute façon, vous ne pourrez pas dormir tranquille après la loi parce qu'il faudra encore qu'on définisse le décret et c'est ça qui vous fera rentrer. Par contre, sur l'écomodulation, là, il y a c'est plus le nombre de références. On continue. Emballage. On va le sauter. On va passer parce que là, on est un petit peu à court. On a encore 1 minute. Et moi, je voulais vous dire un mot sur cette charte-là parce qu'on l'a signée. La semaine dernière. C'est quelque chose de très important. C'est une charte qu'on a lancée en 2021. À l'époque, on a été sollicité par les pouvoirs publics puisqu'il y avait cette idée de moratoire sur les entrepôts. On voulait faire un moratoire, c'est-à-dire interdire tout nouvel entrepôt de e-commerce. Et les pouvoirs publics nous avaient dit qu'il y a une forte pression. Il faut qu'on avance sur le sujet. Alors, nous, on leur a dit banco, on travaille sur ce sujet-là, mais arrêtez avec ces histoires de moratoire, ça n'a pas de sens. Les entrepôts vont être construits en Espagne, en Belgique, etc. Vous n'aurez rien réglé au problème. Vous allez juste le déplacer et l'aggraver. Vous aurez des camions qui viendront traverser la France pour livrer leurs produits. Donc on a mis en place cette charte-là en 2021, puis on l'a travaillée, on l'a améliorée. Aujourd'hui, cette charte, elle comporte
trois volets importants. Et je vous le dis parce que même si vous n'êtes pas signataire, c'est important que vous ayez regardé. C'est un peu une référence, un modèle et une source d'inspiration pour tous les commerçants. Et c'est des choses qui ont été discutées et donc qui sont faisables. Donc vous avez une partie qui est sur l'information du consommateur, sur comment vous l'informer pour les gestes de tri, etc. Donc c'est plutôt positif. Vous avez une deuxième partie qui vous intéresse, c'est sur les retours. Comment est-ce qu'on limite les retours, les politiques de gestion de retour aussi qui sont vraiment importants. Et là, il y a des choses assez intéressantes qui sont prévues par la charte. Le troisième volet, c'est sur l'emballage, réduction des emballages, donc réduire à 40% en moyenne le taux de vide. Vous savez, la question du taux de vide qui est un sujet important. La qualité des emballages, voilà, des matériaux recyclés à 75%. Voilà, il y a là aussi sur les emballages des idées assez intéressantes que vous pouvez mettre en œuvre sans être signataire. Puis après, il y a la partie logistique et puis décarbonation. Ça concerne plutôt le choix des prestataires qui sont des engagements. Mais c'est vraiment une responsabilité collective de tout le secteur, la transition écologique. Donc là, cette charte-là, elle donne un mouvement, elle veut créer une dynamique. Donc n'hésitez pas à les regarder en interne, voir ce que vous pourriez faire et pourquoi pas également la signer et rejoindre le mouvement, parce que je pense que c'est important pour le secteur, c'est important aussi de manière plus générale pour nous tous. Et donc nous, on est très en soutien de cette charte-là. Voilà pour les sujets. On a débordé de 2 minutes. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, on va rester là parce que c'est étonnant, personne n'est venu nous virer encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Puis vous avez peut-être aussi d'autres rendez-vous et donc on ne veut pas vous monopoliser. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit maintenant, soit plus tard, et on sera toujours là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et très bonne fin de salon.